Salut Christophe et bienvenue sur la chaîne Lethal BJJ. Salut Amadou, écoute, ça fait super plaisir. Depuis le temps qu'on essaye de faire quelque chose, on est là du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un plaisir et du coup, en fait, ce qui va être cool, c'est que la communauté, ma communauté, en fait, va te connaître, va connaître tes inspirations, va savoir qui tu es au quotidien parce que tu es aussi enseignant, tu es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, tu es aussi coach de nombreux athlètes, dont aussi, puisqu'on est sur l'actualité de bientôt la Fight Week, donc contre Dustin Poirier pour Benoît Saint-Denis. Donc, c'est intéressant, en fait, hein. Tu sais, j'avais déjà eu, moi, Mehdi Othman, donc je suis allé m'entraîner chez lui. Tu sais, qui est aussi coach aussi de nombreux athlètes. Je disais que, tu sais, dans le milieu, Très bon coach, ouais, très bon coach, très bon coach. tout à fait, il est très connu aussi dans le milieu, dans le game. Et je disais, tu vois que nous, entre initiés, on sait qui est qui dans le milieu. Mais du coup, tu vois, les plus jeunes ne savent pas. Tu sais, ceux qui vont cliquer, parce que tu sais, on avait des discussions, parce que, en effet, vous, toi, Mediotman, vous allez au-delà, vous avez des structures depuis déjà un moment, vous êtes enseignant depuis un moment, etc. Mais les plus jeunes, pour vous connaître aussi, ont besoin toujours forcément d'avoir une référence, entre guillemets. Donc, on a beaucoup entendu parler de toi ces derniers moments, notamment par le biais en fait, des énormes performances de Benoît Saint-Denis à l'UFC. Et donc, je disais que, tu sais, quand on va aller titrer le coach de Intel, etc., etc., c'est vraiment par rapport au fait que les petits jeunes, quand ils vont aller YouTubeiser, etc., des noms, et bien du coup, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'après, ça permet de faire la lumière aussi sur les hommes qui permettent aussi à ces combattants de briller parce que c'est une équipe, hein, ça reste une équipe. Ça reste une équipe. Voilà. Les hommes de l'ombre, comme on dit. Hein. Les hommes de l'ombre, exactement. Donc, du coup, Hommes de toi, l'ombre. Chris Savoca, toi, tu as Christophe ou Chris d'ailleurs, on peut t'appeler comment? Ouais, Chris, ouais, tout le monde m'appelle Chris. Christophe, D'accord. ça fait un peu, c'est le prénom traditionnel français des années 70. Là. T'as pas Oui. connu, toi, le chanteur Christophe? Christophe, non, je ne l'ai pas connu. Il a Non, quoi comme titre c'est un mémorable? un chanteur des années 70 où tu avais les mères de famille qui craquaient sur Christophe. Quoi. À l'époque, là, ouais, c'est bien parce que moi, ma communauté, comme ça, Donc, puisqu'on va faire bientôt des points entrepreneuriat, etc., là, c'est bon, là, c'est la partie culture G avec la culture musicale. voilà, Là, tu es capable de nous chanter un morceau ou non, 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 on va éviter. Parce que j'allais dire, tu es coach de jiu-jitsu brésilien, là, tu allais peut-être nous dire que tu étais artiste musical. Dans une autre vie, peut-être. Dans une autre vie, peut-être. Chris, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté, aux plus jeunes et à ceux qui te connaissent moins? Ok, donc, ouais, donc Chris Savoca, donc j'ai 50 ans, donc ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le jiu-jitsu brésilien. Après, je fais du judo quand j'étais gamin et j'ai à peu près 7 ans de pied-point aussi avant le jiu-jitsu. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Donc, j'ai enseigné assez vite. J'ai commencé à enseigner ceinture bleue. Donc, j'ai enseigné sur Nice. Donc, je suis parisien à la base. Hein, je suis banlieusard. Après, j'ai fait un petit passage sur Nice où j'ai été pionnier là-bas. Hein. J'ai monté la première section du jiu-jitsu sur Nice. Et puis, donc, je te dis, j'ai enseigné ceinture bleue. À l'époque, les plus hauts gradés en France, c'était ceinture violette. Donc, tu vois, c'était une autre époque. Hein. À Et l'époque où vous regardiez les cassettes un petit peu de Royce Gracie, etc., enfin des Brésiliens, c'était un peu à cette époque-là? ouais, les cassettes vidéo, les VHS, hein, il y avait pas de DVD à l'époque, c'était des VHS. Pas de YouTube, rien du tout. Hein. C'était un petit peu avec les moyens du bord. Et puis, on essayait d'apprendre dès qu'il y avait un stage, si tu veux, un stage avec un Brésilien qui venait, un expert, on essayait d'y assister pour essayer de comprendre quelque chose. Quoi. Mais c'était une sacrée époque. Hein. Et je pense qu'à l'époque, ils cachaient la moitié des choses, les Brésiliens. Tu vois, il manquait les détails, etc. Donc, ils te carottaient, en fait. Tu vois. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis là, maintenant, installé depuis 20 ans au Pays Basque, donc dans le sud-ouest, hein, près de la frontière espagnole.
Et puis, j'ai une section ici dans la même salle depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai enseigné un petit peu avant dans d'autres salles au Pays Basque pendant 5 ans. Et là, maintenant, dans la même structure, donc on a monté notre équipe sur Masterless, hein, Master Jiu-Jitsu, et ça fait une quinzaine d'années maintenant. Voilà. D'accord. Avec combien d'adhérents chez Masterless? Alors, on est une petite structure. On est 55, si je ne m'abuse pas. Je vérifie les chiffres, entre 52 et 55 adhérents. Voilà. Donc, D'accord, d'accord. essentiellement, Jiu-Jitsu, Gi-no-Gi. D'accord, je suis Guinogi. Ok, c'est top, c'est top. Et du coup, tu as dit que tu as commencé à enseigner depuis la ceinture bleue. Du coup, j'imagine que tu as eu des inspirations au niveau de ta structuration, au niveau en fait de ta maturité de jeu. Tout à fait, au fil du temps. Alors, j'ai eu la chance de. J'avais un boulot où tu sais, j'étais saisonnier et je partais. Donc, je travaillais 6 mois à fond. Je travaillais sur les plages à Nice, si tu veux. Et 6 mois à fond dans le boulot et je partais le reste, peut-être entre 4 et 5 mois au Brésil. J'ai commencé à m'entraîner au Brésil. Donc, j'ai rencontré mon professeur qui est Nelson Solari. C'est un des pionniers du jiu-jitsu brésilien en France, un des premiers Brésiliens à être arrivé en France, de chez Carlson Gracie. Alors à l'époque, il m'avait fait une lettre, comme un peu comme pour aller chez les moines Shaolin, une lettre de recommandation. J'étais arrivé là-bas, je ne parlais pas le français. C'était la femme de Carlson à l'époque qui tenait l'académie. Je suis arrivé avec ma lettre. Je ne parlais pas portugais à l'époque, hein. Je donne ma lettre et puis voilà. Donc j'ai été très bien accueilli. Et puis voilà, c'était la première fois que j'ai mis les pieds au Brésil. Et puis d'année en année, je suis reparti. J'ai fait ça à peu près pendant 5 ans. Donc ça m'a permis d'évoluer assez rapidement parce qu'en France, c'était difficile, hein. On avait peu d'accès à l'enseignement, hein, comme on a évoqué au départ, hein. Des cassettes vidéo, c'était hyper compliqué. C'est des cassettes vidéo qui valaient une fortune, hein. C'était comme les DVD d'Anaher et compagnie, hein, là, Oui, imagine à oui. l'époque. Donc voilà. Voilà. D'accord. Les Génial. états. Génial. Et tu as eu une aptitude, des aptitudes très rapidement plutôt et des préférences plutôt pour le Jiu-Jitsu, plutôt sur le Jiu-Jitsu no-gi, plutôt sur le MMA aussi? Alors, en fait, le jiu-jitsu qui est enseigné chez Carlson, quand j'y étais, hein, maintenant ça a évolué. Et puis maintenant, Carlson, après la mort de Carlson, ça a évolué. Les professeurs ont monté leur propre école, etc. Il y a son fils qui a repris. Mais sinon, au niveau historique, le jiu-jitsu chez Carlson Gracie était vraiment un jiu-jitsu axé sur le MMA. Tu as quasiment, peut-être, je ne sais pas en pourcentage, mais je vais me lancer, peut-être 90% des lutteurs de Jiu-Jitsu de l'époque combattaient en MMA. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, si tu connais cette histoire ou quoi. Tu as un super bouquin écrit par Robert Drisdale sur l'histoire de Carlson. L'histoire de Carlson Gracie jusqu'au MMA moderne. Donc, si tu t'intéresses un peu à l'historique du jiu-jitsu brésilien et du MMA, c'est très intéressant. Juste que c'est en anglais ou en portugais, tu vas Il est en trouver. anglais ou portugais à se procurer parce que tu n'es pas le premier à en avoir parlé, en effet, de ce livre de Robert Drisdale sur l'histoire du JB, sur l'histoire du Jiu-Jitsu. Alors, D'accord. tu en as deux. Tu as le premier qu'il a écrit sur l'historique japonais. Quand les Japonais sont arrivés au Brésil, ont commencé à enseigner le jiu-jitsu traditionnel japonais aux Brésiliens. Et tu as le deuxième bouquin, donc ça c'est le deuxième bouquin, c'est plus sur la vie de Carlson. La vie de Carlson et qui a débouché sur le MMA moderne. Donc là, c'est plus actuel, on va dire. C'est plus actuel, avec des faits qui sont un peu plus vérifiés. Voilà. D'accord. Voilà. Donc le jiu-jitsu de chez Carlson était vraiment axé sur le MMA. Et donc, tout le monde tourne en nogi, hein. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles de Walid Ismail et Mario Sperry, Victor Belfort, Murilo Bustamente. Donc, tout ça, c'est la clique à Carlson, si tu veux. C'était avant qui font de la BTT. Pas la BTT de Guillaume, hein, Pelletier, hein, la Brazilian Top Team, Oui. hein, la Ah, c'est BTT top fondée team. par Murilo Bustamente. Entre D'accord, autres. d'accord. Ah, hyper Voilà. intéressant. Hyper intéressant. Donc, est-ce que d'ailleurs, c'est l'ADN de ton cours de toujours penser
pour le combat libre et la self-défense, ou alors tu es plutôt dans un jiu-jitsu brésilien sportif, ou alors tu tentes de faire les deux, parce que je sais que tu as aussi des compétiteurs aussi en jiu-jitsu brésilien et grappling. Tout à fait. Alors l'ADN, en self-défense, on n'a jamais trop, on va dire plus combat libre, mais Bien sûr. self-défense, non, pas trop. Mais sinon, l'ADN, oui, l'ADN, c'est vraiment un jiu-jitsu qui va fonctionner, on va dire, très basique, un gros basique qui va fonctionner en gi, en no-gi et forcément en MMA. Hein. Vraiment, vraiment basique, mais bien fait. Alors, avec les compétiteurs en jiu-jitsu, gi-no-gi, on a une petite équipe de compétiteurs hein, très, très humble. On est obligé aussi d'apporter du jiu-jitsu plus moderne, avec les lapels, etc. On est obligé de s'actualiser, bien sûr. Mais l'ADN vraiment reste un jiu-jitsu, on va dire, polyvalent, un jiu-jitsu très basique. Et voilà, tout le temps, on recherche tout le temps l'efficacité. Et voilà, on enlève les choses qu'on juge inutiles. D'accord. C'est intéressant sur le jugé inutile, mais je souris parce qu'en fait, la papillon qu'a fait Benoît Saint-Denis sur Frévola, je suis mort de rire et je le Un gros taquine, moi, en plus, basique. Frévola sur Twitter. Un papillon, c'est un gros basique. Hein. La Ouais, papillon, la demi-garde, en MMA. Euh, Là, on pourra en discuter plus tard, mais tu vois qu'en Nogi aujourd'hui, là, ça revient un petit peu, mais en Nogi, même en Gi, la papillon est très peu utilisée. Très, très peu utilisée. En Gi, tu as Adam Wardinski qui revient un petit peu avec des mouvements anciens. Mais là, je le vois, il travaille l'octopus garde en demi-garde. Parce que l'octopus, c'est quelque chose d'hyper vieux. Et ouais. il se met à mettre des vidéos. Alors, on voit qu'il est en train de la travailler parce qu'il ne la maîtrise pas encore. D'accord. Mais tu vois que voilà, il y a des choses qui sont un peu oubliées. Et, Hmm. voilà, on est obligé de s'adapter pour passer au Nogi et surtout au MMA. On est obligé d'enlever les fioritures. Ouais, clairement. Et on t'avait vu d'ailleurs bosser ce renversement. Tu sais, Ouais, je ouais, ne sais plus si c'était la sueur qui était venue chez vous. Vous avez bossé ce renversement. Et puis Benoît Saint-Denis, qui est un de tes athlètes, ben, l'a placé contre Frévola. C'est incroyable. Vous l'aviez encore aussi révisé un peu avant, ou c'est parce que c'est rentré, vous faites absolument tous ces basiques souvent? Alors en fait, on travaille, bon Benoît, ça fait longtemps qu'on travaille la papillon, donc maintenant on va dire que c'est quelque chose d'acquis et de maîtrisé. Mais on a beaucoup travaillé, bien sûr, on travaille par bloc un peu. Donc on travaille des blocs, on va prendre le thème de la papillon. Alors on travaille beaucoup, alors, je parle du cas de Benoît, on travaille beaucoup en synergie, c'est-à-dire que je lui demande, Benoît, il me dit, par exemple, qu'est-ce que tu veux travailler hein. J'aimerais bien travailler la papillon. Ok. Montre-moi ce que tu sais faire en papillon. Donc, il va me montrer. Et puis, moi, je vais apporter les détails. Puis, non, on ne fait pas ça comme ça, la main ici, donc, tu montes plus, contrôle plus l'épaule, etc., etc. On travaille vraiment en synergie. Quoi. C'est pas, oui, voilà, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Donc, je lui demande vraiment ce qu'il veut voir. Il me montre ce qu'il sait faire. Et après, moi, j'apporte tous les détails techniques. Quoi. Donc là, c'est des blocs. Donc on a travaillé par exemple un bloc de la papillon, avec le renversement, avec le shoulder crunch, etc., que tu dois connaître. Bien sûr, ouais. Voilà. Dark Crest, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu Ouais, attrapes ouais. Donc ça, c'est l'épaule. très Enfin, vieux. Hein. Ça, c'est très, très vieux. C'était utilisé par Marcelo Garcia à ouais, l'époque. bien Marcelo sûr. Garcia est un grand féru de la garde papillon, entre autres. Et ça a été repopularisé là récemment par Gordon Ryan face à Ouais, Bouchécha à la PCC. Alors, bien tout le sûr, monde bien sûr. voit et tout le monde voit Gordon Ryan, mais bon, ça, c'est hyper vieux. Hein. C'est un gros Oui. basique de la garde papillon. Voilà. Voilà. Tout à fait. Mais en Donc, effet, les basiques, c'est ce qui fonctionne, hein. D'ailleurs, bah, voilà. Roger Grassi dit que il va garder. Après, on peut toujours discuter des chiffres ou autres, mais il dit que 80% de ce qui est appris en Jiu-Jitsu est entre guillemets, pas à la poubelle, mais est inutile en MMA. Après, c'est une phrase qu'il faut toujours bien évidemment contextualiser. Parce que d'ailleurs, je disais souvent que, Exactement. OK, sur les 20%, mais OK, mais si tu es un super génie du JB et que tu es bon, bah, tes 20% quand même que tu utiliseras au MMA, ils vont être hyper calibrés. Donc, tu vas être un monstre, quoi. Donc, il faut aussi quand même relativiser. Mais on comprend derrière l'idée, il y a probablement, tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de jeux modernes avec du lapel, etc., etc., qui vont être utilisés plutôt par les compétiteurs et sur le jiu-jitsu sportif, mais certes, qui peuvent donner des formes de corps intéressantes qu'on peut ensuite réadapter.
parce que ouais, ça donne un esprit créatif, ça donne pour ceux qui écoutent, hein, parce que souvent il y a le débat Guy ou no Guy, etc. Moi, clairement, à mon échelle, depuis que j'ai repris notamment le kimono, mes recompositions de garde, en fait, elles n'ont absolument rien à voir, quoi. Le fait de revenir en lasso, le fait de mettre la spider, etc., ça reste de la rétention et c'est intéressant. Du coup, pour recoller sur ce que tu disais, sur les basiques, bah, Frévola, il me semble qu'il avait fait une déclaration assez drôle, hein, en disant que c'est en disant que en fait ce renversement a changé des choses, quoi. Ce renversement a changé des choses. Je ne sais pas si tu avais entendu cette déclaration, donc j'ai des vagues souvenirs. Non, du tout. J'ai des vagues souvenirs, mais il a dit que ce renversement, enfin comment j'ai pu me faire renverser comme cela. Mais comme tu l'as dit, c'est des basiques, c'est-à-dire les 20% qui vont être utiles par rapport à ce qu'il a appris en kimono ou en tout cas en grappling, eh sont hyper bien réalisés parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as travaillé avec ton athlète Benoît Saint-Denis. Il a été demandeur, il a eu un besoin et tu as répondu à ce besoin avec aussi des détails particuliers, etc. Donc, qui ont été ensuite adaptés et qui sont passés au plus haut niveau parce que Frévola, c'était pas loin du top 15 ou top 15. Il était à la porte du top 15 ou numéro 15. Non, Frévola, c'était top 10. Hein. Il était, je crois, à l'entrée du top 10. Ouais, il était mieux classé que Benoît. Benoît était 11e ou 12e et Frévola était, je crois qu'il était 10e. Il était dans le top 10. Ouais, ouais. Sachant que pour ceux qui nous te rappelles bien, il a également travaillé. Alors, il utilise la papillon aussi pour se relever. Il l'a fait face à Thiago Moises. Je ne sais pas si tu te rappelles le combat. Il y a 2 fois où il arrive en papillon. D'accord. Pour D'accord. GSP aussi utilisait beaucoup la papillon. Vous vous êtes inspiré aussi de GSP qui l'utilisait ou alors là, vous êtes totalement sur vous, votre thème à vous du tout, si tu veux, on regarde quand on fait du flow en nogi, en grappling, par exemple avec Benoît, on voit que naturellement, par rapport à des thèmes travaillés, il arrive naturellement dans la garde papillon. Donc du coup, c'est une préférence, si tu veux, qu'il a. Donc on va continuer sur travailler sur sa préférence qu'il fait déjà naturellement. Hein, donc, et on va pousser un petit peu la technique, puis la travailler de plus en plus. Donc, du coup, on fait pas mal de. Donc, je dis ça pour les auditeurs, s'ils veulent savoir un peu comment on travaille. On fait beaucoup de travail à thème, avec des mises en situation, commence dans la garde papillon, ou alors tu commences dans la demi-garde pour revenir en garde papillon, tu commences dans la garde fermée pour aller chercher la garde papillon, etc. etc. Enfin, voilà. D'accord. Donc, c'est tout du thème, en fait. On remarque chez certains combattants de MMA qui ne viennent pas de la base sol, jiu-jitsu ou grappling, ce que tu veux, de sport de préhension, mais vraiment de sol, qui ressemble au jiu-jitsu. On se rend compte que des fois, ils n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la patience de répéter, de driller les techniques comme on a l'habitude de le faire en jiu-jitsu. Hein. Et du coup, tu leur montres 1 ou 2 fois la technique, ils font une ou 2 fois, mais après ils s'arrêtent. Et du coup, ils ne sont pas dans l'habitude qu'on a en jiu-jitsu de driller, de répéter jusqu'à masteriser les mouvements. D'accord. Nous, c'est ce qu'on travaille. Répétition, répétition. Comme si tu travaillais ton jab direct, jab crochet, etc. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. D'accord, c'est top, c'est top. Vous faites beaucoup de thématiques. C'est aussi quand j'ai rencontré aussi Beto Ramos, hein, qui est le coach aussi de Abdouragimov. Hein, il m'évoquait beaucoup aussi en effet cette importance de thèmes pour devenir très fort en effet. Au Brésil, ça c'est. Moi, je sais que depuis la ceinture blanche, si tu veux, j'ai toujours travaillé avec mon professeur à thème. C'est même des choses qui sont un petit peu quand tu es ceinture de couleur ou même débutant en ceinture blanche, tu as envie de combattre, tu n'as pas envie de faire du thème et tu t'aperçois que avec le temps, tu t'aperçois que c'est ça qui te fait t'adapter aux situations, travailler ta situation bien particulière, etc. Quoi. Parce que si tu fais du sparring non dirigé, hein, peut-être tu vas te retrouver des mois, peut-être des années sans te retrouver dans une position, ce qui est Mmh. dramatique. Oui, Ce qui est oui, oui, oui. dramatique. Ce
ce qui est dramatique. Tu vas D'accord. peut-être jamais te faire prendre le dos, tu vas peut-être jamais te retrouver te faire prendre la montre, ou peut-être toi, tu vas jamais prendre le dos de quelqu'un. Voilà, voilà, donc tout le travail thématique permet de vraiment reproduire et se retrouver dans toutes les phases qu'on va retrouver dans une spécificité de combat, hein, que ce soit en MMA, en jiu-jitsu avec kimono ou sans kimono. D'accord. A fortiori, quand on travaille avec un combattant de MMA qui a déjà beaucoup d'autres disciplines à faire, donc a fortiori justement de travailler des thématiques assez particulières. Alors ça, il faut que tu regardes par rapport à la globalité de ce que le combattant de MMA a travaillé. Moi, personnellement, je m'occupe que du sol pour Benoît. Hein. J'apporte des petites choses en lutte, mais il va chercher des coachs de lutte, hein, avec qui il travaille. Moi, j'apporte vraiment la partie sol. Donc, on a déjà beaucoup travaillé avec Benoît, ça fait depuis 2017. Donc, on a déjà beaucoup travaillé. Il a quand même un gros bagage, hein. Il est ceinture marron de Jiu-Jitsu. Il a un bon niveau. Et du coup, c'est facile après à travailler ces phases spécifiques et travailler par bloc, comme on évoquait tout à l'heure. D'accord, Voilà, voilà. d'accord, d'accord, top. Parce que justement, avec, à la FFA notamment, ou à la Team Sambo Fighter, j'ai l'habitude en effet de travailler avec des athlètes qui pour certains viennent, des athlètes de MMA, qui pour certains viennent à l'approche de compète travailler. Après, à l'approche de compète, c'est peut-être aussi un peu ta route, mais bon, ça va. Avec Mathieu Nicourt notamment, ou Sami Zran, c'est quand même des personnes qui font déjà des blocs de grappling, en fait, déjà. Donc, adaptés, par contre, soit au sambo combat ou soit au MMA. Donc, ils en font quand même un peu. Et du coup, quelle serait l'approche, justement, avec ces combattants-là, mais qui sont, on va dire, alors pour certains, soit combattants encore amateurs, ou d'autres qui sont un professionnel un peu plus confirmé. Quelles seraient justement les directions à pouvoir donner quand je vais travailler avec eux, quand ils vont peaufiner, en termes de temps, de thème ou pas thème, etc., quoi. Alors, le temps, déjà, ça va être quel temps, eux, ils ont pour s'entraîner dans leur planning. Puisqu'un combattant amateur n'a pas le même. Après, tu as des amateurs qui sont pros. Amateurs, ça dépend ce que tu veux dire. Mais si c'est. Donc, on va dire le professionnel, mais qui combat en amateur. Quand je dis professionnel, c'est faussé, mais le gars qui s'entraîne tous les jours, qui ne combat pas en pro, qui ne gagne pas forcément de l'argent avec ça, mais qui peut s'entraîner tous les jours. Donc, ça va dépendre de, son, de son bagage, d'où il vient déjà, de son background, comme on dit. Quelle est son activité principale? S'il a boxé, si c'est un champion de kickboxing, tu vas donc faire continuer à travailler ses points forts en kick, adapté au MMA, mais tu vas renforcer ses points faibles, hein, qui vont être forcément la lutte et le grappling. Donc, c'est un petit peu, j'imagine, ce qui se passe avec Mehdi et Cédric Doumbé, je pense. Donc, faire travailler le combattant, tu vois. Et donc, le temps, il va être. Tu vas aussi comment dire, discuter avec le combattant et voir s'il est réceptif à ce que tu lui donnes. Parce qu'un coach ne pourra, aussi bon soit-il, il ne pourra apporter à son élève que ce que l'élève est prêt à recevoir aussi. Je ne sais pas si tu C'est entends. très vrai, c'est très vrai. Donc voilà, tu ne peux pas imposer en temps, il faut que ça se fasse au feeling. Mais on va dire que des combattants, que ce soit amateurs ou professionnels, comme tu dis, ils ont beaucoup de choses à travailler, mais il faut faire au moins 2 séances de grappling par semaine, au moins ça, minimum. C'est un petit minimum pour moi. Je dis petit minimum parce que justement, le jiu-jitsu, c'est ma partie. Et je dirais même un peu plus s'il fallait. D'accord, d'accord, hyper intéressant. Donc, du coup, quand Benoît Saint-Denis, tu l'as eu à partir du moment où il était encore ceinture blanche, vu que tu. Ouais, tout à fait. Ouais, Benoît, il est arrivé chez nous, il avait une vingtaine d'années à peu près. Et donc, après, il était ceinture noire de judo. Donc, c'était pas un gros judoka, mais un bon judoka. Pas un judoka élite, hein, mais un judoka qui s'entraîne 2, 3 fois par semaine, qui a fait un petit peu de compétition, mais sans prétention.
plus pour le loisir. Et il est arrivé ceinture blanche chez nous. Tout à fait. D'accord, donc tu as fait sa formation de jiu-jitsu brésilien et de grappling, adapté aussi MMA. Alors ça, après, Oui, c'est une... ouais, Ouais, ça s'est fait progressivement. Bon, au début, c'était vraiment du jiu-jitsu traditionnel, gi-no-gi. Et après, quand il a décidé de bifurquer sur le MMA, ça m'a obligé, moi, à transitionner aussi. Donc, grâce à Benoît, j'ai pu transitionner sur une autre forme de jiu-jitsu. Et ça a été super intéressant. Parce que du coup, le cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Tu t'adaptes, tu étudies différemment aussi. Et ça, c'était super. C'était vraiment fantastique. ouais, tout à fait. Et est-ce que tu t'as dit, tu sais qu'au moment où il a eu l'envie de faire sa transition au MMA, est-ce que tu t'es dit, ah, magnifique, de toute façon, tout ce que je lui avais enseigné avant, vu qu'on était un peu sur l'école Carson Gracie, ben en fait, ça colle presque, il y a une philosophie qui est intéressante, et donc, magnifique, Dieu merci, j'avais déjà un jujutsu, s'il y a Reja, j'avais déjà un jujutsu adapté au C'est MMA. ça, c'est fou ce que tu dis parce que j'avais commenté une fois un post sur une victoire de Benoît et en étant très fier, j'avais commenté tu es un digne représentant de chez Carlson Gracie. Alors, pas directement, mais du coup indirectement par le biais de son professeur et son enseignement. C'est comme tu parlais tout à l'heure de l'ADN en fait. Hein. Donc, on ressent son ADN de chez Carlson. Ça, c'est une grande fierté pour moi, qui est son professeur, et pour mon professeur aussi, et puis toute la lignée, quoi. Donc, D'accord. tu as des gars tu as des gros noms du jiu-jitsu que sont, je ne sais pas si tu connais Amaury Bitetti, par exemple, qui a été aussi tu ne connais pas Amaury Bitetti? Non, là, Ah bah, non, tu non, tapes non, pas son nom, tu connais pas Amaury Bitetti. Ah, non, voilà. c'est pas Donc, les normal. jeunes, tapez le nom de Amaury Bitetti pour voir qui est Amaury Bitetti. D'accord. Donc, c'est un gros combattant de chez Carlson de l'époque. C'est le premier vainqueur de l'histoire absolute, champion du monde, black belt absolute. Voilà. Des Ok. premiers championnats du monde qui étaient en, je crois que c'était 80, ouais, je sais plus, 95 ou 96. Donc, une légende. Et Amaury suit Benoît. Il Ok. suit Benoît, il est fan. Donc voilà, c'est l'héritage de la lignée de chez Carlson. D'accord, c'est génial ça. Et donc du coup, C'est c'est magnifique. Benoît Saint-Denis est fidèle justement à cet héritage, à cet ADN aussi. Dans son jeu, on le voit. Mais du coup, tu dis il a des discussions certainement avec ce fameux Amaury Bitetti, c'est ça, etc. Pas forcément. Quand je dis Amaury, parce que moi je connais Amaury, je sais qu'il suit Benoît, mais après ils n'interfèrent pas l'un avec l'autre. Ils se connaissent pas, ils se connaissent pas. D'accord. C'est juste L'ADN, une fierté, si tu veux, de ces gars de chez Carlson ouais. à voir un gars qui vient dans le linéage, on va dire, dans l'historique de chez Carlson, hein, qui a une Clairement. petite, comme on pourrait dire, du sang de chez Carlson dans les C'est veines. ça, exactement. Et qui performe dans la catégorie certainement Ouais, la plus relevée de l'IFC, hein, la plus relevée de l'UFC. Donc c'est clair que c'est beau, c'est une fierté. C'est une fierté pour l'équipe de Carlson Gracie, pour toute la communauté aussi Jiu-Jitsu, la communauté grappling, et puis après plus haut, de toute façon, toute la France, l'Europe, etc., quoi. Donc c'est clair que c'est une fierté. Et du coup, l'ADN, tu dis à parler d'ADN, Carlson Gracie, ADN Carlson Gracie, ADN Savoca, ADN Benoît Saint-Denis, donc dont il hérite. En quelques mots, ce serait quoi? Quand je dis quelques mots, ce serait ce que persévérance, machin, machin, machin. En quelques mots, quelques qualités, quelques c'est, adjectifs. ça va être, oui, ça va être persévérance, ténacité, et quoi qu'il arrive, aller de l'avant. Et comme disait Carlson, peut-être que tu vas me battre, mais ça va être très très difficile et je vais te faire bien mal avant ça.
Ok, Je ne sais c'est pas marrant si tu ça. vois le. Ouais, je vois, je vois. C'est quelque chose qui est déjà imprégné dans le programme et dans vos cours, dans ta façon, dans ta méthodologie, dans ce que tu donnes. Non, non, ça c'est plus mental, on va dire. C'est plus mental, mais c'est vrai que à l'académie, on est réputé pour tourner assez fort et Porrada, c'est ça? C'est je brésilien, Porrada? je pousse les élèves tout le temps à fond pendant les cours. Je coach tout le monde et même le gars qui est plombier ou peintre qui a fait sa grosse journée de travail quand il vient, et même le gars de 40 ans, ça va être la guerre, quoi. C'est très bien pour la vie de tous les jours ensuite, hein, parce qu'on dit que, ah, on dit que on dit que ce caractère-là, en fait, il se transpose très bien dans la vie. Et donc forcément, que ce soit le plombier qui n'est pas professionnel en MMA, ou pour le professionnel en MMA, ou pour le compétiteur, ou même, et puis de toute façon, en plus, ce qui est bien aussi, ce qui est positif derrière, c'est qu'en fait, ça fait aussi un effet de groupe. Et donc, et puis donc, il est important en fait que tout le monde en bénéficie et surtout les compétiteurs aussi quand ils y vont, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Donc Oui, puis tout le monde aujourd'hui, se porte, tout le monde se porte, tout le monde s'entraide, tout le monde est motivé par chacun. Et voilà, ouais, tu connais, c'est les académies de jiu-jitsu en général, en règle générale, c'est comme ça, quand tout est bien. c'est ça, quand tout est bien. Et donc du coup, donc Benoît Sani a commencé avec toi en 2017, il a fait sa transition en MMA quoi, avant le Covid, vers 2019-2020, à quel moment? Après, 2000, Et aussi quels sont 2019. les 2019, ok, c'est bien ce que je me disais. Et aussi, il est allé rapidement d'ailleurs au Brave, d'ailleurs, hein, parce que c'est vers cette période-là, et je crois qu'il combattait même pendant le Covid, il me semble, hein, Le au Brave. Hein. Brève, alors attends, laisse-moi me rappeler, je crois que le Brève, il a combattu pendant le Covid, je ne sais plus si le Brève c'était début 2020 ou fin 2019, mais oui, ça a été très vite. Hmm. Ça a été très, très vite. La signature brève a été rapide. La signature brève a été après l'European Beatdown. Je crois que c'était Hmm. après son quatrième combat, quatrième victoire. Ouais. C'est très Ouais. rapide. Ouais. Ouais. Et il avait fait le choix d'ailleurs de prendre des combats très difficiles dès le début. Hein. Ça me rappelle d'un Polonais, là, je ne me rappelle plus son nom de famille, où c'était une vraie guerre. Mais ce qui est bien, c'est que malgré ces vraies guerres, en fait, il a été toujours dominant. C'est-à-dire que c'est pas en fait, C'est oui, ça j'ai qui fait une parle guerre, mais du. en fait, j'en ai pris plein la tronche et tout. En fait, non, c'est des guerres où il avait de l'adversité, que ce soit au niveau de sa défense de lutte ou au niveau de la lutte offensive. Et puis ensuite, en dessous, avoir une mentalité. Moi, j'aime beaucoup, hein, un peu comme Abdul aussi. Hein. Abdul dans un autre style, parce qu'Abdul, peut-être, il est un peu plus. Alors, Abdul, dans un autre style, dans le sens où euh, Benoît va plus user, peut-être probablement un peu plus user l'adversaire, va potentiellement utiliser aussi beaucoup de frappes, etc. Abdul est un peu plus en mode passeur, jiu-jitsu, un peu jiu-jitsu soft, etc. Passeur et autres. Mais du coup, je disais que j'aime beaucoup leurs deux mentalités parce que de toute façon, ils veulent aller finaliser, en fait. Ils veulent aller Ah finaliser. Et oui, ça, c'est beau. Et ça, on l'a toujours vu dans sa carrière. Finaliser, que tout ce à soit fait. debout ou en dessous. Il faut souligner le travail d'Abdou aussi, que c'est un sacré client. Vraiment, tout le temps cherche la soumission, tout le temps va de l'avant aussi. Après, ils n'ont pas un style, c'est pas du tout le même style, mais oui, ils sont dans la recherche de l'efficacité tous les deux. Après, le combat que tu parles, je crois que le Polonais, je pense que c'était même pas. Tu parles du deuxième combat qu'il a fait, mais c'était même pas au bref, ça. Un Polonais tout chargé qu'il arrive à soumettre. C'est celui-ci que Il tu parles. s'appelle, son nom de famille commençait par un S, quelque chose, non? Alors, c'est Arthur Speznak, Ouais, Speznak. c'est ça. Ça, c'est le C'est lui dont je deuxième parle. fight. Ça, c'est un combat incroyable. Vous pouvez le regarder. Je ne sais pas si beaucoup de monde l'a vu, mais YouTube, c'est je un pense. Hein. combat incroyable. Ah ouais, Arthur, c'est Space, ouais, je me rappelle plus son nom, mais c'est ça, Arthur. Donc c'était en moins de 77, un gars, un bel athlète, hein, un bel athlète polonais, bien vitaminé, avec des vitamines polonaises. Et oui, oui, champion de lutte, très fort, et c'était très difficile. Hein. C'était un combat très difficile, très éprouvant physiquement, très éprouvant physiquement. Et après, d'ailleurs, avec la fin, à l'issue de ce combat, avec Daniel Voirin, qui est le head coach, on s'est regardé, on s'est dit, là, il en a un, le garçon. Hein, là,
il a un sacré mental quand même. Et on a su après ce combat qu'il y avait un bout de chemin à faire avec Benoît, quoi. Et on en est là où on en est aujourd'hui, quoi. Clairement. Donc, c'est un de vos combats les plus marquants. Et tu as un autre combat marquant avec Benoît Saint-Denis? Oui, alors il y a beaucoup. Alors ce deuxième combat était vraiment marquant. Après, ouais, il y a beaucoup de combats étaient marquants. On va dire que pour Benoît alors je vais pas revenir sur le combat de l'entrée à l'UFC contre Eliseu, parce que c'est toute une polémique, tout ça. Je vais pas revenir dessus, catégorie dessus, les mecs chargés. Il aurait fallu arrêter le combat ou pas. Mais ça a beaucoup parlé là-dessus. Ça sert à rien de Mm. réitérer. Mais on va dire que pour Benoît, le tremplin était du coup, on s'en rappelle, le combat avec Bonfim. Mm. Avec Bonfim où beaucoup de monde le donnait perdant. Benoît Saint-Denis n'a pas de niveau. Oui, non, c'est trop juste. Son manager l'a envoyé à la boucherie, etc., etc. Bon, on en a entendu des milliers des cents. Et puis, du coup, pour parler vulgairement, Benoît fait fermer la bouche à beaucoup de gens. Et du coup, voilà, beaucoup de gens se sont dit, il y a un client quand même. Donc, on va dire Mm. pour Benoît, pour la carrière de Benoît, ce combat a été très, très marquant, quoi. Et donc, du coup, pour tout le reste de l'équipe également. Génial. Je fais une petite digression par rapport, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de la transition, c'est hyper intéressant parce que toute la communauté sport de préhension est intéressée par ce sujet-là. Qu'est-ce que vous aviez déjà avant d'entamer la transition et qu'est-ce que vous aviez voulu euh, améliorer, entre guillemets? C'est un point de Alors, tu vue parles de la MMA. Jiu-Jitsu pour le MMA. Ouais, d'un point de vue jiu-jitsu pour les MMA, en effet, au moment de la transition, là où ce que vous aviez déjà, dont vous étiez content et que vous alliez continuer à utiliser, en tout cas ce sur quoi vous alliez capitaliser, et ce qui avait d'intérêt, et ce qui devait être amélioré parce que il était encore il était encore sur une partie seule. En dehors de son travail qu'il a fait, je ne sais pas à partir de quand avec Daniel Warin, qui est le head coach en MMA aussi. Avec Daniel, ça a commencé au début 2019 hein, avec Daniel. Donc, la transition vraiment MMA, on va dire, avec Daniel. Il avait fait du pied-point un petit peu pendant un an ou deux, en parallèle du Jiu-Jitsu, vers chez nous. En Glette, là où on fait les camps, si tu veux, au club de Sifit, que je les salue, c'est des collègues. Mais c'était plus du pied-point Kawan. Avec Daniel, c'est vraiment été une transition, vraiment un apprentissage des techniques de percussion pour le MMA, hein, avec tout le savoir que Daniel a, etc. Et au niveau jiu-jitsu, on a étudié un peu ce qui se faisait le plus, ce qui revenait le plus, surtout dans les positions. Alors, on a travaillé pas mal tout ce qui était défense, donc du coup, quand le combattant se retrouve lui au sol, le dos au sol ou sur le côté, etc. On a vraiment mis l'accent sur le travail d'en dessous, justement les choses que les combattants de MMA fuient à tout prix. Et donc on a travaillé, donc on a mis l'accent sur la garde papillon, comme on a évoqué tout à l'heure. On a travaillé beaucoup la demi-garde, beaucoup la demi-garde. Quasiment dans tous les combats de MMA, quand il y a du sol, tu te retrouves dans la demi-garde, surtout face à des lutteurs alors, ils essayent pas de passer la garde, ils ont les deux genoux au sol, etc. Donc, on a travaillé beaucoup la demi-garde pour se relever ou pour se scrambler, hein. Voilà, on a mis beaucoup l'accent sur ces choses-là, hein, demi-garde, et puis après la garde papillon pour se relever également ou renverser, etc. Et tu verras que au niveau technique, la papillon et la demi-garde sont très proches. C'est-à-dire que les connexions entre les deux positions sont très proches et donc on peut travailler tout un tas, passer de l'une à l'autre comment dire, les opportunités qu'on peut prendre ou selon les erreurs que l'adversaire fait, ou selon nos propres opportunités qu'on peut créer également. Voilà, Hyper voilà. passionnant.
hyper passionnant, hyper Je intéressant à parle, entendre. je parle technique parce que je sais que tu kiffes. On a Ah discuté oui, un peu en off, et je sais, donc je te donne ce que tu veux entendre. je kiffe, c'est ça qu'on veut entendre en fait, parce que voilà, notre média, clairement, et puis sur Twitter, on éduque, j'éduque beaucoup les plus jeunes qui veulent monter, et puis surtout, et puis voilà, les plus jeunes, et même j'ai envie de dire, c'est même plus universel en termes d'âge. Si je puis dire, en fait, c'est pas vraiment les deux mots ne vont pas ensemble, mais c'est plus la tranche en fait, elle est même beaucoup plus élevée parce que là, par contre, quand on parle de transition, là, par contre, tout le monde est concerné, tu vois, tout le monde est concerné, ceux qui font du JB, les anciens ou pas, et ceux qui sont dans une transition. Et j'aime bien entendre, j'ai entendu le travail du dessous, c'est magnifique parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps sur Twitter par rapport à moi, à ma reprise au sol dans le club de JJB. Bah, j'ai dit que moi, je voulais commencer par la partie la plus difficile, celle qui m'avait donné limite une hernie discale quand je passais en bleu, quand j'étais bleu en 2019 ou 2010 ou 2018. C'est qu'en fait, il faut en manger, il faut en manger, il faut en manger. Et j'aime beaucoup, j'aimerais que tu me confirmes ou non. Alors, confirmer ou non, c'est un grand mot, mais j'aimerais qu'on puisse, sur ce point en fait, de travail en dessous et de positions particulières comme la demi-garde ou la papillon. Souvent, je fais la remarque. Après, c'est quelque chose que je vais mûrir avec le temps, forcément, et avec les combats, les expériences, soit les miens ou soit ceux de mes partenaires ou ceux que j'accompagne. En fait, je dis que se relever, je dis limite c'est le plus facile, c'est-à-dire que quand le plus facile se relever, je veux dire poser les mains au sol, faire le système de sécurité, je vais sur la cage, je me relève, c'est bon, ça c'est du vu, c'est pas du vu et revu, mais ok c'est important de savoir le faire, mais c'est quelque chose sur lequel on t'attend déjà en fait, ton adversaire en face s'attend déjà à cela. Donc je dis apprends un petit peu le sol, c'est-à-dire le jujutsu ou le grappling ou la loutelle, je ne sais pas ce que tu veux, mais fais un peu la serpillière, il faut que tu puisses recomposer. Tu ne peux pas tout de suite te poser et remonter. Fais semblant d'eux. Et là, tu peux établir ton système. Et les faits vont montrer que tu n'auras pas tout le temps la cache pour te relever. Tu peux prendre un takedown au milieu et puis prendre du grand and pound, etc. Et tu n'auras pas la cache pour te relever. Donc tu vas être par dépit obligé de travailler sur ton dos, travailler en demi. Voilà. Il y a aussi une chose que je voulais souligner, c'est qu'au niveau du travail, puisqu'on est là pour expliquer un petit peu comment on bosse, on travaille beaucoup donc pareil, sur les travails à thème, on travaille beaucoup sur tout ce qui est défense. Donc, sortie de la side, sortie du dos, etc. On travaille beaucoup sur les défenses. Donc, défense de position et après défense de soumission avec les différents timings qu'il peut y avoir. Soumission à demi enclenchée, soumission enclenchée, soumission complètement enclenchée. Tu vois. Voilà, avec tous ces laps de défense également. Fantastique Ça, c'est ça. très intéressant au niveau technique à travailler avec les gens que tu accompagnes, tes futurs D'accord, élèves, bien pour sûr. toi-même également. Oui, 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 oui. Bien sûr, exactement. Je prends. Tu as dit que c'était bien de faire 2 séances au moins par semaine. Après, bien, 2 séances. Par contre, C'est le minimum. Je vois pas ouais, comment, avec moins de 2 séances, un combattant de MMA qui vient du kickboxing, euh, c'est vraiment c'est un gros minimum, si tu veux. Après, quelqu'un qui a Benoît, par exemple, fait à peu près pendant ses camps 2 séances de sol par semaine. Après, quand il est hors camp, voilà, tout est un peu possible. Hein. Il va pouvoir, peut-être des fois, il va s'entraîner 3, 4 fois, des fois, il va venir qu'une seule fois. Mais Benoît a un gros bagage en sol déjà. Hein. Il a un sol qui a guéri déjà. Donc, mais pour vraiment des jeunes combattants de MMA qui viennent du pied-point, euh, 2 fois par semaine, c'est un gros minimum. d'accord. Après, il faut optimiser ces 2 fois par semaine. Hein. Il faut optimiser pour vraiment. Alors, c'est difficile parce que le modèle qu'on a avec Benoît va être très différent du modèle que vous allez voir en club.
Parce que nous, on a le luxe de pouvoir s'adapter pour Benoît. Hein, tout est consacré autour de lui. Les sparring viennent pour lui. Eux, ils profitent du travail au sol quand ils viennent sur les camps. Mais quand tu es en club, c'est difficile de travailler. Imagine que tu as 10 combattants à faire évoluer. Euh, tous n'ont pas les mêmes, comment dire, euh, les mêmes choses à travailler au sol. Il y en a un qui vont connaître, qui vont avoir des difficultés à, je sais pas, à sortir de la side. Il y en a qui vont avoir des difficultés, la demi-garde ne vont pas comprendre. Ils n'ont pas tous, si tu veux, de base, ils ont tous les mêmes problèmes à résoudre. Mais sur le fait, selon leur bagage, tu verras que c'est difficile à s'adapter pour chacun. Alors que ce qu'on fait avec Benoît, c'est du travail vraiment particulier. On s'adapte vraiment pour lui, quoi. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Ouais, ouais, non, je suis bien. Et du coup, sur le camp, du coup, vous êtes sur 2 séances grappling, 2 séances sol. Là, ça va être orienté cette fois-ci Nogi, on retire le kimono et on fait du adapté MMA ou ça va être grappling sans percussion? Benoît ne travaille jamais avec le kimono, à part quand il est hors camp et juste quand il vient à l'académie pour rouler avec ses collègues de longue date, hein, avec on va dire ses copains d'académie. Hein. Il va mettre le kimono pour s'amuser. Mais sinon, jamais Benoît ne kimono. Et quand on fait toutes les séances de grappe qu'on fait, quasiment, alors surtout quand c'est pendant le camp, toutes les séances de grappe se font avec les gants. C'est également D'accord. important. Ok, oui, 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 clairement. Parce qu'on sait que pour passer les soumissions, etc., avec les gants, c'est pas pareil. Clairement, une soumission dans le dos, etc. Il y a plein de choses qui sont à prendre en considération. Par exemple, tu es dans la garde, tu veux sweeper, tu veux rentrer ton bras à l'intérieur de la cuisse pour faire un flower sweep ou autre. Hmm. Souvent, avec le gant, tu peux te Bien retrouver avec le sûr. gant coincé. Ouais, ouais. Tu peux être surpris, Plein de ouais. choses. Clairement, désagréablement Et surpris. aussi également, tu sais qu'en MMA, on a le droit de travailler sur les gants de l'adversaire. C'est-à-dire que tu as le droit de saisir au niveau des gants. Donc tu peux travailler, il y a tout un travail spécifique où tu peux utiliser les saisies sur les gants qui sont à ton avantage quand tu les fais. Donc en fait, les gants peuvent être parfois un désavantage, hein, pour certaines techniques, mais peuvent être un avantage pour d'autres. D'accord. Tu ne préconises pas, toi, quand même, Comme excuse-moi de dans t'avoir les coupé. routines, par exemple, ou autre. Le quoi, on t'a pas trop bien entendu? Tu peux répéter? Tu as dit quoi? On t'a pas trop bien entendu? À partir de quel moment? Sur les 3 dernières phrases. Quand tu Alors, as je dit, disais que après l'histoire des gants, tu as dit on pouvait jouer sur les gants et après tu as dit quelque chose. non, je disais que donc les gants étaient un désavantage parfois sur certaines positions, mais des fois, ça peut être également un avantage puisqu'on peut travailler sur les gants de l'adversaire. Notamment, par exemple, sur des attaques de guillotine, tu peux travailler sur les mains, tu peux travailler sur les gants. C'est vachement plus facile qu'avec quand tu te fais attaquer une guillotine sans gants, c'est différent. C'est un exemple, hein, il en existe. D'accord. Hyper, hyper intéressant. J'avais une question sur le bout de la langue, mais je l'ai zappé. Non, Euh, je- l'adaptation, ça fait partie de l'adaptation, tout ça, bien ouais, sûr. bien C'est sûr. des choses que tu ne peux concevoir et réaliser que par la pratique, que par être dedans. C'est pour ça de nos jours, si tu veux, c'est une chose que je voulais marquer. Tu verras très peu de coachs de sol, vraiment, hein, coacher des gars du MMA. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Alors, tu vois un peu les gars de la lutte à livre, hein, du sans kimono pur, des gars qui n'ont jamais mis un kimono, mais des gars du kimono, tu en verras très, très peu. Là, on est très peu. Après, j'ai peut-être une méconnaissance des coachs de sol qui est en France, mais à part Beto et moi, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup, quoi. Des gars qui viennent du kimono et qui coachent des gars qui ont réussi à faire la transition, donc JJB, Guy No Guy, au MMA. J'en ai vu très peu au jour d'aujourd'hui. Ça, Hmm. ça, ça peut être que des gars qui ont un certain âge aussi, qui ont un bagage, tu sais, qui ont une expérience. Beto n'est pas tout jeune, il est plus jeune que moi, mais il n'est pas tout jeune. C'est un gars qui doit avoir pas loin de 40 ans, je pense.
Et pareil, il a un jiu-jitsu qui est ancien. Je pense que il vient de la Riva. De la Riva qui était un élève à Carlson. Donc tout ça, c'est un petit peu la même ADN, c'est un peu la même famille. Hmm. On est tous, de toute façon, on est tous reliés les uns les autres. Et puis, voilà, on a tous un petit peu dans le jiu-jitsu une petite ADN MMA, quoi qu'il arrive, de par les origines. Clairement, clairement. Parce que nous, parce que moi, c'était avec Mathias Jardin, hein, tu sais, de la GF Team. La GF Team France, c'est là où j'ai beaucoup évolué énormément. C'est là où j'ai connu le JB. Et eux, en effet, c'est un jeu beaucoup en pression, en agressivité. Et, et donc, euh, et donc, ça a permis. Voilà. C'est un ADN aussi que je trouve, que je trouve adapté. Après, je ne sais pas si tu partages ce point-là. On l'a vu avec Rodolfo Vieira ensuite sur sa carrière à l'UFC. Ouais, alors, GF Team, hein, GF Team, c'est quand même une académie qui est très marquée kimono. La GF Team, je connais bien parce que j'ai la chance de parler portugais, si tu veux. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts brésiliens. Donc là, je viens d'écouter un podcast récent, là, qui a quelques jours, ça s'appelle MMA Hoje, ça veut dire MMA aujourd'hui. Et justement, l'invité était Rodolfo Vieira. Et Rodolfo Vieira a avoué qu'à la GF Team, là, il n'y a pas longtemps, ça doit faire 6 mois, un an, que tous les matins, il s'entraîne en nogi. Mais c'est une chose nouvelle. C'est-à-dire que la GF Team, c'est une école 100% kimono. Mm, Bien mm. loin du MMA. Bien loin du MMA. Voilà. Faux. C'était par le côté un peu agressif du jeu que je disais que Et ça la permettait pression, la transition. Voilà, c'est c'est plus d'un point de jeu vue à, Porrada, d'un point de vue. Voilà, c'était de ce point de c'est le jeu vue-là. à Rodolfo. C'est le jeu à Rodolfo qui est en jiu-jitsu et va vraiment un jiu-jitsu de pression. Hein, tout à fait. Et il a C'est ça. gagné, il a gagné là, il y a Ouais. pas longtemps. Là. Le week-end dernier. C'est ça. Il a Yes, exact. c'est super content pour lui parce que il aime pas trop le MMA, Rodolfo Vieira, en fait. Il aime pas trop. Il aime, mais il aime pas trop, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui Il disait me qu'il dit, avait une peur bleue. ouais, c'est ça. Il aime pas les coups. Il aime, mais il aime pas. C'est ça. Et, et du coup, Il est d'ailleurs, excellent. Il est excellent. C'est un super gars. Super gars. yes. Et ouais, j'avais d'ailleurs eu la chance, oui, c'est un bon gars, parce que j'avais eu la chance de faire un séminaire avec lui, en fait, sur ma première année de JJB. En fait, il est venu justement à Bourg-la-Reine, à la SBR, donc un club où j'ai démarré, voilà, la GF Team, et il avait donné un beau séminaire, et on voyait que c'était vraiment un gars sympathique. Un gars sympathique et puis loin de ce qu'on pourrait croire parce que c'est un mec voilà, costaud, fort, et c'est un monstre, quoi. C'est un monstre, quoi. Donc, avec sa petite voix et tout, là, c'est marrant. Et du coup, vu qu'on parlait de kimono avant de parler du combat à venir, euh, quand même, le kimono, tu vois cela comme un outil tout de même pour le MMA, pour un apprentissage, pour des transitions, pour des reconversions, etc. Alors, je vais prendre le problème différemment. Je vais dire que pour. Alors, tu vois, maintenant aux États-Unis, ils s'entraînent beaucoup sans kimono parce que c'est la mode, les Américains gagnent. Donc, quand les Américains, les Américains ont des athlètes qui gagnent, ils s'intéressent au sport. Tu vois, mais je voudrais dire que pour moi, apprendre le combat au sol, je trouve que le kimono apporte quand même des choses. Euh, Notamment au niveau des contrôles. On est plus pointu au niveau des contrôles. Euh, on travaille différemment aussi au niveau physio. On n'a pas mêmes engagements au niveau physio. On fait beaucoup d'isométrie avec le kimono. Hein, on se déplace moins vite, généralement. Donc, ce sont des jeux différents, mais j'aime à dire que même si pour un passage après sans kimono, il est bien d'apprendre les bases avec le kimono. Parce que déjà, traditionnellement, jiu-jitsu était un art martial qui a toujours été avec
avec ce vêtement, hein, cet uniforme, on va dire. Et au moins jusqu'à un niveau basique, si tu veux, on a maîtrisé les bases, quand on est bleu, normalement. Je dis bien normalement. Je vois au jour d'aujourd'hui un peu tout et n'importe quoi dans le jiu-jitsu. Je vois des ceintures marron, ou, je ne veux pas dire des noirs pour pas fâcher les gens, mais qui sont très forts dans plein de choses. Ils sont super forts. Ils gagnent des compétitions de jiu-jitsu avec, je sais pas, avec deux, trois techniques, un lapel, une 50-50 ou autre. Mais si tu fouilles un peu sur leur basique, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ils savent pas sortir d'une monte ou ils savent pas sortir du dos. Et tu le vois généralement dans les transitions de MMA. Et tu verras que de nos jours, il y a très peu de combattants de Jiu-Jitsu qui font la transition au MMA. Il y en a très peu. Si tu peux me citer, par exemple, si je n'ai pas en tête, le dernier combattant de Jiu-Jitsu moderne qui, s'est, qui, s'est, qui a fait une transition dans le MMA. Tu as quelqu'un Le qui vient. dernier moderne, le dernier combattant moderne. Ouais, voilà, il y a pas longtemps. Là. Enfin, tu en as, hein, tu en as. Benoît Saint-Denis. Je vais mettre dans notre propagande. Benoît, je vais mettre dans ma propagande du JB. Benoît Saint-Denis. Ou alors, tu Non, parles de quoi? De mecs je parlais qui de font les très WOD, connu dans le etc. jiu-jitsu. Je Des parle de mecs très qui? connu dans le jiu-jitsu. Très connu dans le jiu-jitsu. Un Ah, des très derniers, connus dans c'est le jiu-jitsu. Bouchécha. La Bouchécha qui a fait la transition, tu vois. Mais Bouchécha, c'est un athlète qui combattait depuis longtemps. Mais maintenant, les jeunes athlètes de jiu-jitsu qui arrivent à la trentaine, il y en a très peu qui font la transition dans le MMA. Parce que c'est difficile. Il faut être prêt à... J'imagine, tu passes des années d'entraînement dur à t'entraîner. Le jiu-jitsu brésilien, c'est très difficile. Hein. C'est deux, trois entraînements par jour. C'est très physique. Tu as mal partout. C'est hyper compliqué. C'est hyper ingrat. Et après tant d'années, tu arrêtes pour te mettre au MMA, réapprendre de nouvelles disciplines. Tu vois que tout ce que tu as passé comme temps, ben, ça ne sert plus à grand-chose, tout ça. Euh, c'est dur, hein, c'est dur mentalement. Aujourd'hui, il y a très peu de combattants de jiu-jitsu qui passent, qui font la transition MMA. Alors, il y a des gens qui vont dire que parce qu'aujourd'hui, tu as plus d'argent au jiu-jitsu qu'avant. Il y a des combattants qui arrivent à vivre avec le jiu-jitsu. Moi, je ne parle pas en France, hein, bien sûr, hein, je parle à l'étranger avec toutes les grosses compétitions américaines, où tu as des gros shows également au Brésil qui commencent à payer. C'est vrai que tu as des combattants qui n'ont plus besoin de faire la transition vers le MMA. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Bon, ça, c'est un point de vue perso, quoi. Ouais. Bah, sur les très connus, t'as pas tort. Après, bon, il y a Rodolfo Vieira, dont on peut parler aussi quand même, qui est très connu et qui l'a fait. Rodolfo Vieira. Rodolfo, je crois que Rodolfo, il a commencé la carrière avant Boucher, un petit peu avant. Un petit peu avant. Rodolfo, ça doit faire 4 ans qu'il a l'UFC au moins. Hein. Facile, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, tu parlais. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, Boucher-Chat, j'avais Roger Gracie dans ma tête, en fait, qui lui aussi avait fait un combat. Je crois il est en 1-0 d'ailleurs, mais Roger Gracie en avait fait un. Et vu qu'on parlait des GOAT, Boucher-Chat, Roger Gracie dans ma tête. Mais oui, Boucher-Chat, oui, c'est récent. C'est récent. Et c'est vrai qu'après Boucher-Chat, oui, j'en vois pas d'autres. Et c'est pour ça que j'attends, moi, les gars. Bah, je le disais, j'avais croisé Mika Galvao aux Europes, tu vois. Je lui disais quand est-ce que tu vas la faire et tout. Après, tu vois, il me taquinait, mais il m'a pas répondu vraiment sérieusement, tu vois. Il m'a dit oui, tu vois, après il a taquiné, il a envoyé des points et tout, qu'il va la faire et tout, quand il y pense qu'il va la faire. Mais j'ai compris que c'était pas vraiment très sérieux dans la façon dont il l'a dit. Après, lui, il est très jeune, donc il a le temps. Attends. Il a encore des choses il a encore l'histoire à marquer dans son Hmm. sport. Et après, une fois qu'il aura peut-être fait le tour, parce que je crois il a quel âge? Il doit avoir une vingtaine d'années, 20, 21, tout passé. C'est ça, Il ouais, est très autour de jeune. 20 ans, je crois, oui. 20 ans, ouais. Il a le temps. Il a le temps. Je pense qu'il a le temps. Mais peut-être que pour l'argent ou pour le challenge, peut-être qu'il ira, on ne sait pas. On sait pas. Après, il gagne Hmm. de l'argent déjà avec les compétitions Hmm. Hmm. dans son propre sport. Hein. Avec le Clairement. no il gagne son Quand, argent déjà.
On verra. Ouais, bien sûr, il gagne très bien sa vie. En tout cas, pour moi, pour ceux qui la réussissent, quand ils la réussissent bien, forcément, ils sont pas forcément très connus en effet, mais c'est des gars en fait qui, en plus de leur jiu-jitsu brésilien, en fait, ont pratiqué un peu de nogi de temps en temps, ont un peu Oui, lutté ou autre, etc. Ça me fait penser aux frères Younoussov, tu vois, Aboubacar oui. et Tourpal. Tu penses à Mohamed Bayo aussi, qui lui, bon, Ouais. lui était très axé quand même kimono, mais bon. Après, voilà, lui, il est quand même très axé kimono, mais on va dire, bon, lui, c'était un profil extrêmement agressif, extrêmement dans la soumission, donc c'est un peu plus particulier. Mais je pense à qui? Moi, j'attends. Il y a Ozdoev qui, en amateur, c'est Bogdan Ozdoev du Factory qui, lui, c'était à la GF Team avec moi, qui est beau. Il est encore en amateur, hein, mais pareil, voilà, c'est un Tchétchène, donc on sait qu'aussi ça lutte à côté, même s'il était purement JB, mais voilà, il avait orienté rapidement déjà en bleu ou violette le côté en fait, le côté sans kimono et le côté top position, etc. Adel Cherifi, je les attends. Tu vois, Adel Cherifi, lui, c'est un gars du Factory aussi. Tu es vraiment un génie au niveau du sol. Euh, Après, lui, c'est plutôt le pied-point sur lequel il a beaucoup progressé à côté. Après, côté lutte et tout, en fait, il sait qu'il a un jiu-jitsu tellement fort que quand on l'emmène, il va te mettre le feu. Il va pas forcément forcer les amener, en fait, hein. Il va essayer soit du balayage, ou soit il va être aussi embêtant sur sa boxe. Après, il y a d'autres noms que je zappe. Bon, je peux parler aussi de moi, toute proportion aussi gardée, mais pareil, voilà, après déjà 6 mois, en fait, qu'il y a eu une carrière amateur, hein. Ouais, Après, j'ai fait un peu de trucs à côté, hein. il faut souligner qu'également le MMA est un sport. Je parle MMA professionnel, hein, quand même. Comme il est pratiqué avec les règles pro, c'est quand même une discipline qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut peut-être se voiler la face. C'est pas pour tout le monde. Ce sont des gens, les gens qui combattent en MMA, ce sont des gens à part. Il faut que tout le monde se mette ça dans la tête. Là, je parle pour ta communauté, les petits jeunes qui vont regarder, qui rêvent de, oui, je vais faire du MMA, etc. C'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas gâcher le rêve de certains, mais c'est pas pour tout le monde. Il faut des dispositions particulières. Voilà, c'est vraiment, il faut un mental, il faut une discipline, il faut être dur, il faut aimer la bagarre, il faut savoir recevoir des coups, encaisser la douleur. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est un sport difficile, hein. Pour moi, le MMA, c'est le sport le plus difficile au monde, hein. Euh, c'est c'est- c'est ingrat, c'est très ingrat, hein. Je C'est partage très ton ingrat. Après, avis. le sport, je dirais même presque, c'est même plus du sport au niveau professionnel. C'est plus du show. On se rapproche d'un peu entre guillemets, hein, entre guillemets, des jeux du cirque, si tu veux. D'ailleurs, tu vois qu'en professionnel, tu as beaucoup de gens qui sont néophytes et qui commencent maintenant avec l'avènement du MMA en France, RMC Sport qui font un boulot de folie, hein. Tu as vu ce qui se passe sur RMC Sport, c'est incroyable, hein. C'est vraiment, ce sont des gens qui font un boulot remarquable. Imagine-toi qu'ils abandonnent, ils vont abandonner le football pour se consacrer uniquement à MMA. C'est incroyable ce qui se passe. Mm. Donc du coup, grand accès pour le grand public. Euh, Alors que le sport amateur, le MMA amateur, va être suivi que des pratiquants. Tu vois? Mm. Là, Mm. par contre, c'est plus dans le sport. On a les protections, les règles ne sont pas les mêmes. Tu vois, ça fait plus sportif, quoi. Ça fait moins violent et tu as moins l'accès. Après, il y a des combats de fou, hein, en amateur. J'enlève rien à la technique, hein, parce que moi, j'ai été récemment commenté sur un show amateur là, dans notre région, à Tarbes. Et tu avais des combattants amateurs vraiment super, super forts techniquement, etc. Mais c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ils sont super forts. Tu as peut-être des amateurs qui sont techniquement meilleurs que certains pros. Je ne sais pas si je vais recevoir de la grêle en disant ça, mais je pense.
Mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce que le gars il est plus technique, ça n'a rien à voir. Mentalement, c'est une toute autre discipline. Le Là, MMA, c'est clair que c'est pas donné à tout le monde, hein. je souhaite en tout cas à tous les amateurs qui prétendent combattre en professionnel un jour, essayez, hein, tenter, hein, forcer le pas pour voir ce que c'est, sentir rentrer dans ce monde, parce que c'est un monde particulier, c'est une ambiance, c'est un milieu. Je leur souhaite de goûter ça un jour. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. Et puis, d'un point de vue de la traumatologie, on dit beaucoup la boxe anglaise, mais sur le côté MMA, on n'a pas encore vu que c'est un sport jeune, on n'a pas encore tous les résultats scientifiques sur le sujet, alors que c'est très, très dévastateur aussi, hein, C'est ça, c'est ça. clairement. On a le combat qui approche, qui aura lieu à quelle date avec Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis? Donc, le combat de Benoît contre Dustin, c'est le samedi 9 mars. Donc, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on est samedi. Donc, c'est dans 2 semaines, pile poil. Voilà, avec un départ pour Benoît samedi prochain et puis le reste de l'équipe qui suit dans la foulée. Voilà, donc on a hâte d'y être, hein. C'est vraiment une échéance incroyable pour Benoît, incroyable pour le MMA français. Et on espère porter les couleurs françaises bien hautes à Miami en revenant avec une victoire. Ça serait vraiment top pour l'équipe, pour Benoît, pour l'équipe, pour le sport français. Et puis pour les jeunes qui sont derrière à regarder, à rêver. Voilà, c'est la beauté du sport. On compte sur vous. C'est le Benoît Saint-Denis, c'est le visage du MMA français. Tu sais, on a eu cette thématique-là Ah, ces derniers temps. oui, Qui est j'ai le vu visage du ça. MMA français? Je sais pas. On va laisser ça plutôt au public décider. Je pense que euh, tout le monde a assez. Tout le monde est, comment dire, supporter d'un tel ou d'un tel. Il n'y a pas de. On va dire que il y a plusieurs représentants du MMA représentent le MMA français. Il y en a plusieurs, il y a plein de combattants. Pas les citer, mais il y a beaucoup, hein. Non, je ne vais pas rentrer dans ce truc-là, on s'en fout, hein. C'est On fair s'en play. fout. C'est pas ça qui est C'est fair, important. Là, c'est c'est fair pour play. faire parler un peu les médias pour faire de la vue, etc. On s'en fout. Ça sert juste à meubler, à faire du contenu, quoi, hein. Clairement. J'allais titrer Chris Je Savoca préfère dit. parler, je préfère parler technique avec toi et tout ça. Là, on se régale et C'est ça. puis, c'est cool. Ouais, C'est tout ça à que fait. En j'aime. tout cas, comme tu dis, il y a C'est plusieurs cool. représentants. Bien sûr, on ne pourrait pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément, hein. Mais en effet, entre le boulot, Cyril Gann, le boulot monstre qu'il a fait, Benoît Saint-Denis qui en peu d'années en fait est venu dans le top 10 de l'UFC, c'est incroyable. Sur l'échelle française, on a un Cédric Doumbé qui permet de rendre le MMA mainstream, ok. On a Saladin Parnasse qui, avec sa jeunesse, qui fait beaucoup de choses. Nassourdine qui arrive. D'autres qui avaient fait déjà une partie du boulot, mais qu'on connaissait moins, comme Mansour Barnaoui, etc. Et il y en a d'autres que j'oublie, quoi, en fait. En effet, donc, d'accord, Ah, c'est il y a Manon multifacette, hein. aussi, on parle jamais de Manon, mais Manon, bon, parce que le Manon MMA Fiorot, féminin, et on est dans un milieu bien un peu sûr, macho. bien sûr. Il y en a qui portent pas trop d'intérêt au MMA féminin, mais Manon, bon, c'est incroyable, quoi. Les Caldric, ils font un boulot quand même qu'on peut souligner. Elle est proche de la ceinture aussi, hein. Donc là, on va voir, hein, la course à la ceinture. C'est clair que Manon, oui, mais oui, on espère vite qu'elle aura le titre, en tout cas, parce qu'après sa performance contre Rosna Majunas, quand même, ça mérite vraiment beaucoup de respect. Et du coup, ça ressemble à quoi ça ressemble à quoi un training camp, un camp d'entraînement avant d'affronter Dustin Poirier? Alors, on va dire que c'est assez classique, hein. Du style ou un autre, on ne change pas vraiment nos habitudes. Là,
pour ce camp-là, avec l'équipe, alors moi, malheureusement, je n'ai pas pu y aller pendant les 3 dernières semaines, mais ils ont décidé d'aller en Bulgarie. Parce que tout simplement, en Bulgarie, donc Benoît il y a été plusieurs fois, c'est un peu c'est le fief de Guillaume Pelletier, le manager de Benoît, qui a chapeauté un peu le camp, qui a organisé un camp, etc. là-bas, fait venir beaucoup de monde. Il y a toute une cohésion qui s'est formée autour de Benoît. Et ce camp-là était pas mal axé sur le. Alors, ils n'ont pas changé leur habitude d'entraînement, ils ont axé juste un petit peu plus sur la lutte. Parce que là-bas, il y a beaucoup de grosses qualités en lutteur en Bulgarie. Tout le monde est connecté avec Guillaume Pelletier. Donc, ça a été, si tu veux, c'était assez facile de faire un camp avec des gros lutteurs de haut niveau là-bas, quoi. On s'attend à ce que Dustin Poirier craigne justement la lutte et le combat au sol, si tu veux. Hein. On n'est pas dupe. Donc, on a vu qu'il avait fait un gros camp, que Dustin avait fait un gros camp en lutte. Alors qu'il boxe beaucoup. Après, c'est un combattant qui est complet, mais on a vu face à, comment il s'appelle, face à Dan Hooker. Voilà, moi je pense qu'il aurait pu gagner d'une autre façon. Hein. Il aurait pu amener au sol plus facilement Dan Hooker, qui n'est pas terrible en lutte, vraiment pas terrible en lutte et au sol. C'est le cas typique du combattant qui travaille énormément ses points forts et très peu ses points faibles. Hein, c'est presque des combattants unidimensionnels. Hein. Je parle pour Dan Hooker, bien sûr. Donc on se met un peu à la place des coachs de Dustin et effectivement, le danger pour Dustin, c'est de craindre la lutte de Benoît et le combat au sol. Donc, nous, on a fait le chemin inverse, tu veux, donc on va axer vraiment, Dustin s'entraîne beaucoup en lutte, on va faire un gros camp de lutte pour mettre toutes nos chances de notre côté. Si stratégie il y a, si jiu-jitsu, comment tu dis déjà? Siyaheja. Ah, j'adore. Jiu-Jitsu Siyaheja. Voilà, jiu-jitsu il y a déjà. Du coup, le Jiu-Jitsu Siyaheja, c'est de la part de Benoît Sani, emmené au sol pour aller. En fait, parce que du coup, Justin Poirier a une belle anglaise, etc. Et donc, du coup, on va amener la lutte, on va amener le Jiu-Jitsu Siyaheja. En fait, voilà, on va faire du MMA, mais voilà, s'il y a Eja, ça va être Jiu-Jitsu. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Et du coup, c'est pour ça que vous avez orienté avec un gros training camp, tu dis, notamment avec la Bulgarie, où les gars en lutte, en fait, vont être solides, vont être difficiles à emmener. Donc, du coup, là où difficile à emmener en eau trouble, quoi. Alors que c'est l'objectif, hein, emmener en eau trouble Dustin Poirier. Hein. Exactement, voilà, exactement. Après, il y a eu on a eu la chance dans ce camp d'avoir des gauchers. Il y a des gauchers qui sont venus, qu'on voit des calf kicks un peu comme Justine. Voilà, bon, on a essayé de mettre toutes les armes de notre côté en pensant qu'elles étaient bonnes, on va dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Droitier, droitier, c'est vrai que j'ai essayé. Alors moi, généralement, je vais faire un peu mes analyses de combat en tant que moi observateur, hein, une semaine, 10 jours avant. Donc, j'ai pas encore eu malheureusement l'occasion de le faire, mais j'ai vu qu'il a affronté en droitier, Gaucher, en gaucher. gaucher, pardon, Johnson, qui boxe bien. Il a affronté Conor McGregor. Ok. Est-ce que dans son Sherdog, parce qu'il faut que je trouve justement les combattants qui ont le profil de Bonassani et qui ont été en gaucher, est-ce qu'il y en a vraiment eu en dehors de Khabib, mais qui lui est en droitier? Je suis pas sûr non plus. J'ai pas le Non, souvenir, non. Donc un mec qui boxe non. bien, on a vu Connor. Johnson aussi, pareil, c'est un mec qui boxe bien. Après, par contre, pour comment est-ce qu'il peut gérer sa lutte, on peut que voir par rapport à un mec comme Khabib, en fait. Khabib, euh, la taille, je pense, c'est Oliveira, à mon Il y a avis. Je eu, pense Warren a beaucoup regardé Oliveira, je pense. la lutte, il y a eu également avec Chandler, tu as un combat qui est Ouais. intéressant à mater. Et tu as Chandler qui prend plusieurs fois, je pense au minimum 2 fois,
Il prend le dos Tu l'as pas vu ce combat? Tu te Bah rappelles alors, là, je ne l'ai pas revu, pas encore, mais ça m'étonne pas cette méta d'avoir d'avoir le dos pris, parce que Rear Naked Choke, donc étranglement arrière, il le prend contre Khabib, il le prend contre Oliveira. Donc j'imagine, tu ne m'as pas encore Et tout dit, mais j'imagine que c'est une méta que tu as beaucoup analysée. tu vois Chandler qui, malheureusement, il capitalise pas parce qu'il lui manque du bagage au sol, si tu veux. Il manque du bagage de soumission. Tu as Ducy qui défend avec les. Donc, il est en turtle, tu sais, il laisse pas les coudes au sol. Il se met sur les mains en position de pompe. Il fait que ça pour défendre. Il défend pas les mains de, de Chandler et Chandler qui n'arrive pas à soumettre, c'est fou quoi. Mais lui prendre 2 fois le dos, t'imagines. Chandler, c'est pas une black belt de Juji, hein, loin de là, quoi. Donc voilà, je peux en dire plus au niveau stratégie ou quoi. On va faire du MMA et Jiu-Jitsu Siaïja. Ça, c'est bon, ça, c'est Ah, bon. ouais, il va faire du MMA, il va faire comme à son habitude, il va aller tester son adversaire mais dans les différents domaines, hein. Il va boxer, il va coller, il va lutter, il va essayer d'amener au sol. Après, il y a pas mal d'armes en plus qui ont été apportées. Donc, c'est pareil, Daniel Voirin, parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on est beaucoup axé Jiu-Jitsu. Mais Daniel Voirin, qui est un coach de folie, travaille par bloc aussi avec Benoît, si tu veux. Il travaille par. Voilà, là, les derniers combats, on a vu le Muay Thai clinch, etc. Là, ça travaille beaucoup les genoux, les coudes, choses qui ne voit pas chez Dustin Poirier, par exemple. Ça peut être intéressant quand il y a des phases c'est un peu de dirty boxing où ça colle et qu'on a un peu de combat rapproché. Ça permet de varier aussi quand tu es contre la cage, de varier le takedown, tu Bien relâches sûr. le takedown, tu reboxes, voilà, c'est des choses qui ont été travaillées aussi. Donc, on verra. J'espère qu'en tout cas, Benoît va pouvoir s'exprimer et montrer aux gens l'étendue de son travail. Clairement, clairement, c'est clair que ça fera un beau combat. Et en effet, quand tu as parlé de genoux, etc., ça nous fait penser à Oliveira, hein, qui avait vraiment fait beaucoup de mal, hein, qui a beaucoup coupé le souffle de Dustin Poirier. Et puis, c'est certain que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour vous. Bon, pour toi, t'as l'oreille en chou-fleur et on le voit depuis tout à l'heure en profil, parfait. Donc, je sais pas si, mais en tout cas, tu l'as vu. Et clairement, en tout cas, c'est top, ça fait plaisir de t'avoir eu. Du coup, tu vas rejoindre, alors tu m'as dit tout à l'heure que ce matin déjà, Benoît Saint-Denis t'a rejoint alors qu'il vient juste d'arriver, il venait juste d'arriver sur le sol français. Il est arrivé hier, je pense, tard chez lui, après 9 heures du soir. Ce matin, pour vous dire, on avait rendez-vous à 9 heures à l'académie. Donc voilà, on a drillé. J'ai fait venir un élève de son gabarit qui lui a servi de mannequin. Et puis voilà, on a fait un cours privé. Il m'a posé des questions. On a travaillé. Voilà, comme je te dis, on travaille vraiment. C'est interactif, quoi. Voilà. D'accord. Parce, parce Non, que mais là, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine de camp. Voilà, je pense qu'on va s'entraîner. On a prévu 2 fois de faire 2 séances de sol. Peut-être que ça sera qu'une seule. Parce que là, ça va passer super vite. Et le départ pour lui va être samedi. Et puis nous, on le rejoint lundi, quoi. Donc, voilà. Et après lundi, début de la Fight Week. Donc la Fight Week, ce sont et les gens pensent que je sais pas comment. Nous, on s'entraîne pas pendant la Fight Week, hein. On fait juste un peu de réveil musculaire et un petit peu le soir. On fait une demi-heure le soir pour maintenir le corps actif, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. On fait ça lundi, mardi, mercredi, il se repose et jeudi, c'est le cutting, hein. d'accord. Donc, jeudi, tu coupes la bouffe, tu coupes l'hydratation et jeudi soir, c'est l'enfer qui commence. Ouais, Jeudi clairement. soir et vendredi. On fait en 2 fois généralement. Jeudi soir. Et puis lever tôt le matin et on remet un coup le vendredi matin. Donc ça, c'est des trucs qui sont pas marrants. C'est pas marrant.
Hein, je ne sais pas si tu as déjà vécu des cuttings, gros cuttings pro comme ça. Ces trucs qui sont pas marrants, mais bon, qui font partie du show, quoi. Hmm. Voilà, on doit Il passer combat. par là. Ouais. Il combattra en fin de soirée. Donc, tu sais, tu as dit que tu te lèves, vous allez vous lever assez tôt le matin, etc. Mais du coup, quelle est la gestion justement par rapport à à ce temps éveillé, etc. Est-ce que certains qui font justement des main events ou en tout cas des fins de soirée vont pas justement faire en sorte d'être levés peut-être un peu plus tard ou que ça, je sais pas. Non, alors en fait, non, non. Alors, Benoît arrive tôt le samedi justement pour récupérer un peu plus. Alors, il y a pas, il y a pas mal, c'est un peu comme New York face à Frévola, il y a 6 heures de décalage horaire, donc en moins là-bas à Miami. Donc en théorie, hein, selon la science, tu récupérerais à peu près 1 heure par jour de décalage horaire. Donc, normalement, on devrait être bon, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que Benoît, combattant tard, meilleure recharge, il aura. Ah oui, oui, Euh, bien sûr. et c'est ça qui peut changer un petit peu. Donc, et puis, Benoît est habitué maintenant à combattre tard, donc c'est pas un souci. Vous vous attendez, Dustin Poirier, c'est un gros cutter ou pas? Vous vous attendez à être plus lourd que lui? Quels sont Alors, ouais, ouais. alors Dustin Poirier combattait en moins de, il a combattu, a fait pas mal de combats en moins de 66 à l'époque. Donc, si tu veux, sa base corporelle n'est pas d'être un gros 70. C'est un gars qui fait 1m75, mais avec le temps, les années, il a pris du poids, mais c'est pas sa base corporelle. Par exemple, Benoît, au jour d'aujourd'hui, il est jeune, Benoît, il a 28 ans, mais ce serait, je pense, presque impossible de combattre en moins de 66. Après, il n'y a jamais rien d'impossible avec une diète, etc., et tout, prévu et Hmm. tout. Mais ce ne serait pas bon du tout, je pense. Tu vois. Euh, donc, il paraît que Dustin Poirier est un gros 70, mais bon, après, ça dépend. Il justifie ça par son poids hors cutting. Alors, peut-être qu'il tourne aux alentours de 83, 85 kilos. Et bon, ça dépend ta composition corporelle, comment elle est. Si c'est 83, 84 kilos, 85 kilos, mais qu'il est musclé avec du gras par-dessus, tu vois, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Et Benoît est un gros 70 de toute façon. Voilà. Il fait partie des plus gros 70 de la KT. Et en toute honnêteté, on verra bien. Je suis euh, j'ai hâte de voir ce que les échanges en lutte vont donner parce que Benoît est vraiment, vraiment puissant. Hein. Benoît est vraiment, vraiment puissant. Je pense que dans la KT, il fait partie des gars comme Islam, si tu veux. C'est vraiment des gars qui sont costauds, quoi, qui sont forts, mais forts de nature. Il ne faut pas que le travail, l'entraînement, etc., sont des gars qui sont physiquement, Benoît est une force de la nature. Hein. Mais je ne sais pas si les gens se rendent compte. Mais c'est une force de la nature, déjà à la base. C'est un animal. Hein. Il a une pression, il a une pression au niveau des hanches naturelle, il a une distribution du poids de corps incroyable. Hein. Au sol, c'est vraiment compliqué. Quoi. Les C'est gens impressionnant. les gens qui ont pu tourner avec lui peuvent en témoigner. Hein. Non, non, C'est c'est impressionnant. c'est- Samuel Monin, qui est réputé, hein, qui est connu dans le sol en France, qui a été longtemps le compétiteur le plus fort. Hein. Là, je suivais un peu moins, donc je ne peux pas qui dire qui va l'être. En tout cas, il n'a jamais touché tout. Mais Samuel Monin disait que c'est l'un des plus forts avec qui il a tourné. Voire, il a dit, s'il était full JJB, il a dit il ferait des malheurs sur les compétitions quoi, de jiu-jitsu brésilien. En Nogi, il aurait pu, s'il n'avait pas suivi une carrière de MMA, il aurait pu oui, faire quelque chose. Après, je pense qu'il aurait fallu pour lui peut-être voyager ou vraiment s'entourer pour avoir du sparring. Hein, du sparring
Mais oui, il aurait pu faire des bons résultats en jiu-jitsu no-gi, plus en no-gi qu'en kimono. D'accord. Et Euh, Chris Savoca, toi qui as l'œil de Chris Savoca. Pas l'œil de Chris, l'autre, parce que tu sais, il y a Chris Genacht aussi, qui est très bon analyste. Là, c'est l'œil de Chris Savoca. Et Chris, quand tu sais que tu vas affronter un combattant, quand tu sais que ton athlète va affronter un combattant, là, en l'occurrence Dustin Poirier, c'est quoi les premiers réflexes que tu as avant soit d'accepter le combat ou alors là, tu sais que vous savez, vous l'avez voulu, donc vous l'avez. Là, je suis excité. Certainement, tu devais être excité. Voilà, faut aller l'éteindre, en fait, Dustin Poirier. Faut aller les neutraliser. Faut aller dans le top 5. On va être pas loin d'aller sur le titre. Mais bon, là, j'ai Dustin Poirier. Faut que je l'analyse. C'est quoi tes premiers réflexes? alors déjà, moi, j'ai pas mon mot à dire pour accepter le combat ou pas. Ça, c'est le combattant et on va dire le manager qui vont prendre ces décisions-là. Après, bien sûr, on a appris la nouvelle, on était ravis, on se disait que c'était incroyable. Mais après, tu as pu remarquer que Benoît a demandé, Benoît a toujours voulu rencontrer des gars durs, en fait. En fait, c'est dans l'adversité que Benoît se révèle. Euh, il aime ça, il aime prendre des gars durs, voilà, il aime prendre des gars qui le poussent dans ses retranchements, quoi. Et à part le premier combat qui était particulier, on n'a pas vu Benoît dans ses retranchements, quoi. Donc, donc voilà, on était excités à l'idée de Benoît combattre Dustin. Et voilà, on y croit à 100%. Et puis voilà, après, c'est du MMA, c'est sport de combat. Donc bien sûr, moi j'ai en plus, moi j'ai une, si tu veux, j'ai une relation particulière avec Benoît. On est vraiment très proches. C'est une relation un peu complexe. Et, tu sais, je suis un peu grand frère, j'ai l'âge de son père. Je suis son coach, je suis dans la famille, je suis parrain de sa petite. C'est une relation un peu. Donc, du coup, il y a de l'émotionnel chez moi qui fait que tu penses à oui, et s'il perd, s'il perd, oui, il peut perdre, tu vois. Mais à combien même, même si on ne revient pas avec la victoire, chose qui ne va pas se passer. Mais voilà, ça reste du sport et c'est pas ça qui va changer grand-chose. Clairement. On reviendra. Mais bon, on pense pas à ça, mais c'est des petits trucs. C'est des choses qui viennent à l'esprit quand tu es comme si c'était un membre de quand t'as un membre de ta famille qui va faire quelque chose de grand, tu penses, oui, si on a. Mais bon, ça peut arriver, mais bon, on n'y pense pas. Et voilà, on pense que plutôt on va faire quelque chose de grand, on est sur le pas de marquer l'histoire. Moi, personnellement, je fais ça pour. Voilà, c'est coacher un gars comme Benoît, c'est une réalisation en tant que Mmh, coach. Comme je te disais tout à l'heure, on est très peu coach de jiu-jitsu bien accompagné sûr. des combattants de haut niveau en MMA. Donc, c'est que du bonus pour moi personnellement. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant que coach, c'est de marquer l'histoire. Bien sûr. C'est de marquer l'histoire, laisser notre empreinte. Voilà, donc on va battre Dustin Poirier et après on aura un œil sur ce qui se passe par la suite. Mais bon, on Bien se sûr. consacre pas avant de penser à autre chose. On n'a Voilà. pas entendu la fin. Tu dis, à la fin, tu dis, mais on se. On T'as se, dit, on se concentre sur ce combat avant bien sûr, d'envisager bien autre sûr. chose. La suite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, on peut le voir aussi comme une visualisation, ce que tu as dit, et c'est beau. C'est-à-dire un peu comme pour gagner un combat, ben, en fait, on visualise un petit peu. Ben, on sait qu'à la fin, hop, on aura les bras levés, etc. Et c'est une réalisation, et c'est très bien. C'est très bien aussi. Et nous, on vous soutient à fond. On a hâte. Et tu sais d'ailleurs, tu sais, sur l'œil de Chris Savoca, ça a été quoi, ça a été quoi ton premier réflexe quand tu sais que tu affrontes Dustin Poirier en tant qu'analyste et coach, de premier réflexe vis-à-vis du combattant, d'une analyse, de comment est-ce que Mm. tu vas juger. Comme un peu
la majorité des coachs ou des spécialistes analysent Dustin. C'est quelqu'un qui a une grosse expérience. Il est rentré tout jeune à l'UFC. Il a vraiment une grosse expérience. Il est habitué des main events, des co-main events, des gros événements. Il a déjà combattu pour la ceinture. Il a battu des gros noms. C'est une légende. Là, on parle de. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Je pense qu'on parle d'un des combattants américains, en tout cas de cette caté, les plus suivis actuellement. Hein. Je crois que c'est 4 millions et demi ou 5 millions je vais faire comme les James, de followers sur Insta. C'est une légende aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est très apprécié du public américain. On va affronter une légende. Après, sur le plan technique, donc c'est quelqu'un donc, avec cette expérience. On le connaît de par sa boxe. Maintenant, je te dis, on l'a vu se faire amener plusieurs fois au sol, se faire soumettre. Voilà, prendre un KO récemment, chose qui n'est jamais arrivée à Benoît depuis qu'il combat. Donc, on est très confiant. Ouais, c'est top, top, top. Et tu sais, il y avait une question, avant que je te laisse, une question très importante. Vous l'avez vu. Euh, il a sa black belt. Il avait attrapé en guillotine 2 fois Khabib Nurmagomedov. Ça a dû forcément, vous de votre côté, créer soit des adaptations ou soit en fait, en tout cas, Oui, non. pousser minutieusement la chose. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai entendu pas mal de. J'ai écouté un petit peu des podcasts là quand je suis chez moi, je mets mon casque et j'écoute un peu les podcasts quand je fais d'autres activités. Moi, je bricole un peu chez moi et pas mal d'analyses parlent de ça. Oui, la guillotine, rien que lui, il est gaucher, il faut pas que Benoît rentre de ce côté, machin. On n'en est pas là. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on parlait un petit peu plus tôt, notamment de se mettre dans des positions inconfortables et de travailler notre défense. Et ça, c'est du travail qu'on fait avec Benoît depuis longtemps. On travailler les guillotines, les défenses de guillotine, on fait ça depuis longtemps déjà. Donc c'était pas parce que Dustin a attaqué Khabib en guillotine, s'il l'avait soumis à la rigueur, mais c'est pas parce il a fait un headlock, un contrôle en headlock, ça va changer grand-chose. Non, non, ça, c'est des choses qu'on travaille, on est serein. D'ailleurs, tu as vu comment Frévola a attaqué la guillotine, hein, ça a été furtif. Il a tellement défendu rapidement que je ne sais même pas si les gens ont vraiment prêté attention. Oui. On n'est pas très inquiet, pas inquiet pour ça. On y a vu, on y a songé. Ok, effectivement, il peut faire Justine peut attaquer la guillotine. On n'est pas très inquiet pour ça. Magnifique, Jouer. magnifique. Magnifique. On peut être serein, on peut siroter notre thé comme toi au début du podcast. Ouais, Il est là, il est pas loin. Ah ben magnifique, franchement, Chris Savoca, on est super heureux d'avoir. Franchement, un kiff. Franchement, moi, j'ai kiffé cette interview. Je crois que c'est la première dans le genre parce que voilà, j'ai déjà fait des podcasts, mais là, du coup, une interview par rapport à l'actu, mais en même temps, une interview qu'en fait qui retrace aussi toi tes inspirations, ta formation, la façon dont tu travailles avec tes élèves et notamment des combattants de MMA. En fait, c'est génial quoi parce que c'est assez large et je pense que c'est pas, je pense que c'est certain en fait que la communauté là va pouvoir se régaler. Et puis, merci de nous avoir offert cela, en plus à 2 semaines du combat. Donc, c'est là où on est assez focus, etc. Et où tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc, magnifique. non, mais c'est cool. Je tenais à, quand tu m'as contacté, puis j'ai vu que tu es une personne pleine de bienveillance et tu aimes bien mettre le jiu-jitsu en avant. C'est ça qui m'a touché chez toi. Et puis voilà, ça faisait super plaisir. J'étais hyper content de discuter avec toi. On l'a fait vraiment à la brésilienne, Rézeigne à la française. Et grave cool, je suis vraiment content. C'est cool et je te souhaite que du bon. Et puis j'espère que ton média grandira si c'est ce que tu souhaites. Et Tout à puis fait. voilà, que les gens te suivent de plus en plus parce que c'est vraiment cool. Tu fais du bon boulot.
et voilà quoi. Merci, merci. Ouais, tu es juste après Galvao, donc c'est top. C'était le Galvao, c'était le. J'en avais fait une, c'est Génial. vrai que j'en avais fait une, mais J'ai vu, en c'était podcast, on va j'ai dire, parce qu'on regardé, était plusieurs. Et là, donc, du j'ai coup, voilà, regardé c'est Galvan. du Alors on dit lourd. Galvan, Galvao, Galvao, c'est Galvan. Galvan, Galvan. Galvao, d'accord. Faudra que tu passes, tu sais, à l'occasion. D'ailleurs, chez nous, tu sais, il y a mon resto, Yuma Food, que tu as dû croiser un peu sur Insta. C'est bien le mien. Ouais, je l'ai Yuma Food. vu. Ah, mais je savais Exactement. pas que c'était un Ouais, resto. c'est le Ah, mien. génial. Ah, bah, si je monte sur Paris, vas-y, hein, je vais squatter, mec. T'es le bienvenu, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu, t'es le bienvenu. En plus, pour ceux qui écoutent, on a une nouvelle gamme qu'on va lancer là, d'ici très peu. On peut pas trop en dire, vous verrez les petites photos, etc. Mais en tout cas, Chris aura l'occasion, Monsieur Savoca aura l'occasion de venir goûter. Et c'est chez nous, chez les Africains, c'est du dopage naturel. Donc, il n'y a pas de souci. L'USADA va pas t'attraper à ton prochain combat, Chris Savoca. Merci en tout cas. Et puis, si tu as des mots, un dernier mot des derniers mots à ta communauté ou à ta famille ou à tes sponsors ou autres, c'est ton moment. Non, mais rien à rajouter. Donc voilà, on juste un petit truc peut-être. On est en train de voir si on peut monter des stages pour le mois de septembre et octobre. On est en train de travailler sur le lieu. Ça sera certainement ici sur la côte basque. On est en train de travailler sur le lieu. On est en train de finaliser tout ça, le contenu. On communiquera en encore un petit peu de temps. On communiquera sur les réseaux ultérieurement. Et puis voilà, on va faire partager un peu l'expérience au plus grand nombre. Et puis voilà, Génial. tranquille. Génial, ce sera sous forme de camp parce que en plus c'est cool parce que toi tu es vers j'ai entendu alors on disait Bayonne tu es dans c'est le sud sud quoi exactement sud-ouest. Ouest, voilà, on est au sud de Bordeaux, à peu près à 200 km de Bordeaux. Là, on est près de la frontière espagnole, donc on est dans un joli coin. On a la montagne, la forêt, la mer. C'est une région qui est pas très connue, forcément, mais on est vraiment dans une belle région. Donc, tout se prête à organiser quelque chose de sympa avec des activités également extra fight, on va dire. Hein, voilà, on est en train de peaufiner ça et puis on communiquera sur le contenu ultérieurement. Voilà, D'accord, Chris voilà. Savoca. Donc, abonnez-vous à Chris Savoca sur Instagram parce qu'il va communiquer très certainement dessus. Donc, c'est un super cadre. Vous en avez entendu, super cadre. Septembre-octobre, en plus, généralement, c'est cool parce que c'est sur la période encore estivale, entre guillemets. Donc, du coup, pour ceux qui ont à poser, n'hésitez pas à poser. Et puis, il y aura du jiu-jitsu, du sport de combat à fond. Donc, suivez Chris Savoca, vous serez informés. Merci beaucoup, Chris, c'est super gentil. Et puis, on vous souhaite à toi et ta team, tes athlètes, notamment Benoît Saint-Denis, on vous souhaite le succès et puis on vous soutient vraiment. Merci pour tout. Merci beaucoup, Amadou, pour l'opportunité. À très bientôt. Salut, ciao.